Donc je suis ravi de vous voir tous ce soir pour démarrer la première de la série des réunions publiques et doublement content puisque nous avons la chance d'avoir Gérard Filoche avec nous. Donc je suis Jérôme Pousse, le candidat de la 4e circonscription des PO, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je vais faire le point sur la campagne, parce que c'est une campagne un peu exceptionnelle, historique, dans le sens où, suite au premier tour des présidentielles, vous avez tous suivi qu'il y a eu donc un accord historique entre tous les partis de gauche et écologiques. Donc je suis fier de représenter tous ces partis-là, du PS en passant par le PC, la France Insoumise, GDS, Europe Écologie Les Verts, Génération S, et j'en oublie, Génération Écologie aussi, enfin beaucoup. Donc en tant que ce candidat d'un programme partagé, d'une dynamique incroyable, parce qu'on croise quand même sur le terrain des gens qui sourient. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce qu'on représente, mais il y en a de moins en moins. Et on peut remercier notamment des gens comme Gérard Filoche et d'autres au national qui font vraiment du bon boulot. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire et j'espère que tous ensemble, nous continuerons la campagne jusqu'au 10 juin pour dire aux gens, 1, qu'il est important d'aller voter, 2, que les législatives sont aussi importantes, si ce n'est plus que les présidentielles, car c'est grâce à la majorité de députés à l'Assemblée nationale que nous aurons enfin un gouvernement qui répondra aux besoins de toute la population, des plus faibles, des plus précaires, de ceux qui subissent le plus le néolibéralisme financier, le capitalisme sauvage et d'autres choses encore, mais surtout répondre aussi aux problèmes climatiques que nous commençons à voir sur notre territoire, notamment par la sécheresse. Et donc nous avons, d'après le rapport du GIEC et beaucoup d'autres, que quelques années à mettre en place une politique qui répondra non pas à arrêter, mais à s'adapter. Vous voyez déjà la différence entre il y a quelques années et maintenant. Donc la situation est grave, mais pas désespérée, puisqu'on va gagner le 19 juin. Je vais laisser la parole à Emma, parce qu'elle va vous expliquer qui est Gérard Filoche, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, on attaquera la réunion. À tout à l'heure. Merci Jérôme et bonsoir à tous. Expliquer très rapidement en quelques lignes parce que sinon... Présente-toi, je ne t'ai pas présenté. Pardon. Oui, alors je suis Emmanuelle Fratani, suppléante de Jérôme Pousse et je suis argelésienne. Voilà. Bravo Emma. Et merci à elle d'être ma suppléante parce que c'est pas gagné. Donc je vais faire une petite présentation très rapide de Gérard Filoche parce que sinon on aurait pu y passer beaucoup de temps, mais on n'est pas là pour ça. Donc celui que vous allez entendre ce soir et qui nous fait l'honneur de venir nous soutenir dans notre campagne, vous le connaissez très certainement. Il est la bête noire du patronat, le cauchemar des ministres du Travail, des derniers gouvernements. Il est capable de décortiquer le code du travail comme personne, dépioter les textes pour aller chercher dans le moindre détail les mesures antisociales des lois qui nous sont imposées, cofondateur de SOS Racisme, membre du Conseil scientifique d'attaque et de la Fondation Copernic, membre du Conseil national du PS de 1994 à 2017, exclu du PS, il fonde en 2018 GDS. Ah, il a dit non. Ah, Non. ah, pas exclu. Nous avons quitté le... Il a quitté. Il a quitté le PS. C'est mieux, c'est mieux. Donc, je reprends. Il a quitté le PS en 2018 pour fonder GDS, Gauche démocratique et sociale. Inspecteur du travail, syndicaliste, il a publié de nombreux ouvrages et on retrouve ses écrits dans l'Humanité et Mediapart. J'ai le plaisir, et ici, sur la table, à l'entrée de cette salle, j'ai le plaisir de donner la parole à Gérard Filoche. Bonjour, c'est très sympa. D'abord, je suis vraiment content aussi d'être ici.
très Là, je reviens de faire une tournée en Bretagne, dans 3 circonscriptions. Je vais avec mon camarade la semaine prochaine à Épinal, à Dreux mercredi. Il se dessine une réunion à Tulle parce qu'il y a un ami là-bas il y a quelques polémiques à faire avec lui. Et puis voilà, quoi. 60 ou 65 ? Voilà. Pour moi, 60. Eh oui, parce que c'est ça l'enjeu du 12 et du 19. 60 ans ou 65 ans. 65 ans, c'est aggraver le chômage, c'est faire travailler les gens encore, pour les obliger à ne pas être en retraite 3 ans de plus, et c'est le vrai choix qu'on a le 12 et 19 juin prochain. Quand on veut gagner dans une bataille comme celle-ci, il faut taper sur un clou, 60. Parce que 80% des Français sont contre les 65 ans. Et quand on leur explique dans les radios, les télés, que l'élection est jouée, que c'est fini, c'est pour leur faire avaler les 65 ans. Et nous, on doit expliquer que c'est rien n'est joué, que c'est bien à l'Assemblée nationale que ça va se passer. C'est pas Macron qui le décidera, ce seront les députés. Et les députés, ils ont la possibilité de dire non et de revenir à une retraite à 60 ans et de ne pas accepter la dégradation que cela signifie. Parce que les retraites, c'est simple, hein. 25% des salariés les plus pauvres meurent avant 62 ans. Ce n'est pas les riches, hein. Ils s'entretiennent, ils se protègent, il y a des riches qui y passent aussi, mais ce n'est pas ceux-là. C'est ceux qui ont les boulots les plus durs, les plus difficiles, physiquement et mentalement, qui décèdent avant d'arriver à l'âge de la retraite, et pourtant, ils ont comme les autres cotisé. Donc en vérité, repousser l'âge de la retraite, c'est déjà frapper un quart du salariat de notre pays. Les années entre 60 et 65 ans, c'est les plus belles années de la retraite. C'est celles où on peut faire quelque chose, on est en forme, en théorie, on peut voyager, on peut peindre, on peut écouter de la musique, on peut faire des recherches qu'on n'a pas fait avant, on peut lire des livres qu'on n'a pas connus avant, on peut s'occuper de ses petits-enfants plus qu'avant. 60 et 65 ans, c'est presque l'âge idéal. Quand on a travaillé déjà 40 ans, oui, Jean-Pierre, là, oui, quand on est en forme et qu'on a travaillé 40 ans, il y a bien le droit de profiter de sa retraite. Et quand ils disent vous vivez plus longtemps, et bien si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on prend la retraite à 60 ans, parce que si vous travaillez plus longtemps, vous vivrez moins longtemps, et si on vit plus longtemps, c'est pour en profiter, c'est pas pour bosser. Et c'est aussi important que ça, et même les jeunes, quand ils sont loin de la retraite, ils peuvent voir ce que ça signifie que de ne plus en avoir. Vous trouvez maintenant beaucoup de jeunes qui disent « Oh, moi, j'en aurai pas de retraite ». C'est quand même une grande recul intellectuel que d'arriver à une pareille conclusion, quoi. Donc, la retraite, elle concerne tout le monde, à tous les âges de la vie, parce que on sait qu'à un moment donné, on pourra s'arrêter de courir, de trimer, et puis qu'on pourra en profiter. Et entre 60 et 65 ans, ce sont les plus dures années au travail. Parce que le travail devient difficile. Ils nous disent, vous allez vivre plus longtemps, mais la biologie du corps humain est inchangée. Vers 55 ans, ça change. Le boulot change. Il devient plus dur, il devient plus pénible, il devient plus fastidieux. On ne peut pas travailler avec la même vitesse, on ne peut pas être bien soi-même de la même façon. Le soir, on n'est pas dans le même état. Et il y a des tas de métiers qu'on ne peut déjà plus faire. Dans le bâtiment, si vous trouvez encore un gars au-dessus de 55 ans qui pousse sa poubelle dans un chantier de démolition, c'est qu'il est mal. Les égoutiers à Paris, leur espérance de vie est 58 ans. Alors ils avaient la retraite à 50 ans. Alors, on a dit, ouais, c'est un régime spécial. Pouf, on leur a enlevé la retraite à 50 ans. Dans un premier temps, ils n'ont pas osé tout faire, ils l'ont mis à 55. Mais avec Sarkozy, ils l'ont mis à 60. Puis après, elle était à 62. Mais ils sont tous morts. Et donc il y a des tas de métiers. Alors ils disent il y a des régimes spéciaux. Je vous invite à combattre le mot, les termes régimes spéciaux. Parce que qu'est-ce que c'est ces régimes? Il y en a 45. Ce sont ce qu'on appelle des conventions collectives. C'est-à-dire qu'il y a des nuisances propres à la branche et au métier, et il a été négocié des contreparties
pour que les gens, parce qu'ils vont souffrir dans ce métier, puissent en bénéficier plus tôt, parce que justement, ça réduit leur espérance de vie. Donc il faut parler de conventions collectives, négociées, et non pas de régimes spéciaux. Régimes spéciaux, une petite connotation du genre, c'est un privilège, c'est quelque chose qu'ils ont obtenu indûment. Il paraît que l'égalité, ce serait de l'enlever. Mais au contraire, ces régimes existent justement pour permettre l'égalité. Parce que c'est eux qui corrigent les nuisances et les injustices dans chacun des métiers où c'est très difficile. Et il y a des régimes spéciaux, je prends toujours celui des gendarmes et des militaires. Vous leur demandez de crapahuter à 55 ans au Sahel? Non. Donc ils ont une retraite beaucoup plus tôt. Pourquoi on ne l'enlève pas pour eux? Pourquoi on l'enlève pour un gars qui est dans le bâtiment? Moi, je suis très carré dans le bâtiment. La retraite devrait être à 55 ans et non pas à 60. Mais il n'y a pas eu jamais de régime spécial négocié dans le bâtiment, suffisant pour dire aux gens, vous arrêtez de vous tuer, de vous casser le dos, de vous casser les genoux, de vous abîmer au travail. L'espérance de vie dans le bâtiment est beaucoup plus basse. Non seulement parce qu'il y a 550 accidents mortels par an au travail en France, il y a 700 accidents suicides liés au travail, et il y a 4500 handicapés du travail, en majorité, en priorité dans le bâtiment. S'il y a là quelque chose qui mériterait une convention collective avec un arrêt à 55 ans, c'est bien la branche en question. Pourtant, elle concerne 1 200 000 salariés. Je ne parle pas de l'encadrement. Et donc, il faut défendre l'idée qu'il y ait des régimes négociés de retraite, et qu'il y en ait dans tous les domaines. Je prends toujours celui de l'opéra, ils veulent le supprimer. Pourtant, au cours des dernières manifestations, vous vous rappelez, il y avait les danseurs de l'opéra devant, on les voyait dans toute la France en train... Parce que c'est quand même assez difficile, vers 45 ans, de continuer à faire des pointes de ballet, quoi. Hein. Ça mérite bien une convention où on s'arrête. Et ils veulent sauter tout ça en faisant croire aux gens que c'est une inégalité, je le répète, c'est en fait une égalité. Et donc, le corps humain, à 55 ans, il s'use plus. Et puis, qu'est-ce qui se passe à 55 ans? Mais c'est que 2 salariés sur 3 sont virés. Soit parce qu'ils sont malades, donc ils ont déjà des problèmes physiques, soit parce qu'il n'y a pas de boulot, et alors à ce moment-là, les patrons les virent en premier, donc ils sont dehors, et puis après, ils sont inaptes, et ils traînent où? Dans les caisses de chômage. Quel est l'intérêt de les mettre dans des caisses de chômage au lieu de caisses de retraite? Même dans les années 80, on a oublié ça, mais le gouvernement Mitterrand-Mauroy faisait des pré-retraites. C'est-à-dire, pour donner du boulot à des jeunes, l'idée était de partir de négocier à 55 ans, quand on était dans un boulot où il n'y avait plus d'avenir, ou bien qui était devenu trop difficile. Et pourquoi fait-on le contraire maintenant et mettrait-on les gens jusqu'à 65 ans? Et le boulot, il n'y en a pas, on le sait, pour beaucoup. Parce qu'il ment, Macron, quand il dit que le chômage a reculé. C'est pas le chômage qui a reculé. Ce sont les chiffres qu'il utilise pour le compter. C'est pas du tout pareil. Ils ont remplacé les critères de la DARES, un organisme associé au ministère du Travail, et celui de Pôle emploi, par les critères du BIT, du Bureau international du travail. Mais le BIT, il est simple. Quand vous avez travaillé 1 heure, vous n'êtes plus chômeur. Donc, il ne compte que ceux qui sont à temps plein, ce qu'on appelait avant la catégorie A. Mais dans les autres catégories B, puis C, puis D, puis E, c'est-à-dire il y en a 5 au total, avec des durées du travail ou des particulières, mais tous sont des chômeurs. Et ça fait 6 millions. Il n'y en a pas moins au bout de 5 ans de Macron qu'au début. Donc on a un petit travail à dire aux gens pour corriger les mensonges radiodiffusés et télévisés. Non, il n'y a pas moins de chômeurs. Donc il y a bien 6 millions de chômeurs. C'est pas parce que vous changez les chiffres que ça fait du travail. Et donc ça manque de travail. Et alors pourquoi, si ça manque de travail, choisir de le donner à ceux qui ont entre 62 et 65 ans? Expliquez-moi la logique de ça. Il y a 25% des jeunes qui ne sont pas au travail. On les accable de CDD, de saisonniers, de précaires, de sous-traitants, d'auto-entrepreneurs et tout ce que vous voulez. Ils pédalent pour aller livrer avec des Deliveroo où ils courent. Enfin, pourquoi ne pas donner la priorité au travail à la jeunesse? La phrase la plus simple pour convaincre
nos concitoyens autour, c'est s'il y a du boulot, donnez-le aux jeunes. Rallongez pas celui des plus âgés. Et je sais que beaucoup de ces arguments vous sont connus et vous sont familiers, mais c'est ceux qu'il faut ressortir en ce moment, avant le 12 et le 19 juin. Faut taper sur ce clou-là jusqu'au bout. Parce qu'il faut dire, là, chaque député que vous envoyez, le gars, il va vous défendre votre retraite à 60 ans. Alors il y en a qui vous disent, oui, mais tu veux revenir à 60 ans alors que c'est 62 maintenant, et même en passe de devenir 63, depuis la réforme Hérault-Touraine de 2013. Et donc progressivement, c'est déjà 63. Et après, Borne et puis Macron, ils nous disent on va faire 64 en 2027, et vous aurez 65 en 2031. Et pourquoi on peut défendre 60 ans? Parce que 60 ans, d'abord, ça n'est pas coûteux, contrairement à ce qui est dit. On ne pourrait pas la financer, disent les uns les autres, mais bien sûr que si, on peut la financer. Parce que le 60 ans, c'est ne pas les mettre aux caisses de chômage. C'est déjà très significatif du point de vue du financement, c'est les mettre en retraite. 60 ans, c'est permettre une activité de loisirs, d'échange, etc., qui économiquement est très importante, aussi bien pour les petits-enfants que pour toutes les activités culturelles et tout ce qu'il peut y avoir en matière de loisirs, qui est une industrie, le loisir. Ce n'est pas quelque chose où on fait cuicui les petits oiseaux, et ça fonctionne pour les gens qui ont 60 ans. Donc ça rapporte. Et ensuite, il n'y a pas, alors même parfois les militants hésitent, il n'y a aucun problème financier pour les retraites. Aucun. Ils mentent. Mais Roux de Bézieux, il a expliqué, mais la semaine dernière, il a dit, de toute façon, passer à 65 ans, c'est pas le problème qu'il y a un trou dans la caisse, ça fera un excédent. Et il estime l'excédent à 20 milliards par an. En fait, c'est pour gagner de l'argent. Et alors, il a le culot extraordinaire d'ajouter, c'est pour gagner de l'argent, et on pourra s'en servir à autre chose. Pour l'école ou la défense. Vous allez avoir un deuxième porte-avions nucléaire si vous travaillez bien entre 62 et 65 ans. C'est ça qu'il est en train de vous dire, de façon simple. Et alors, en disant ça, il viole, il faut prendre, à mon avis, la peine de l'expliquer, il viole allègrement la constitution de notre pays et la façon dont nos budgets différents sont gérés. Parce que la retraite, et il y a encore plein de gens qui ne le savent pas, parce qu'ils disent les impôts... C'est pas un impôt, la retraite n'est pas un impôt, c'est une cotisation sociale. Ça fait partie du salaire brut, c'est-à-dire de cette part du salaire qui est mise dans un pot commun et mutualisée pour être redistribuée à chacun selon ses besoins. Et on a tous ça sous les yeux sur nos feuilles de paye. Il y a une petite ligne pour l'accident du travail, il y avait une petite ligne pour le chômage, il y avait une petite ligne pour les allocations familiales parce que je rappelle qu'elles ont été supprimées, et il y avait une petite ligne pour la maladie, et il y a une petite ligne pour la retraite. Ce sont des cotisations dont on dit, là aussi les gens, c'est pas les télés qui racontent ça, alors je sais que j'en fais le b.a.-ba, mais et quand même, les cotisations sont préaffectées. Elles ne servent pas à n'importe quoi. Pourquoi il y a une petite ligne? C'est parce que ce qui est collecté sur cette petite ligne sert à la caisse pour laquelle c'est collecté. Différence fondamentale avec l'impôt, puisque quand l'impôt est collecté, il n'est pas préaffecté. Il peut servir à n'importe quoi selon la décision des députés. Et là, si les députés décident par exemple de faire un porte-avions nucléaire de plus, et 10 hôpitaux de moins, c'est eux qui tranchent. Ils peuvent le faire en matière d'impôts. Ils ne peuvent pas le faire en matière de cotisation. C'est constitutionnellement et juridiquement confirmé par toutes les décisions depuis 75 ans. C'est impossible, à tel point que même quand l'État décide de prendre sur les cotisations en les exonérant, eh ben, il faut qu'il remette dans la caisse. Il ne le fait pas toujours, mais la loi, c'est qu'il faut qu'il remette dans la caisse. Et donc la vérité, c'est qu'une cotisation préaffectée, c'est bien mieux qu'un impôt qui ne l'est pas. Mais ça nous renvoie tout de suite à une compréhension très importante. C'est qu'on a en France 3 budgets. Pas 1, ni 2, mais 3. Et si vous vous réveillez, moi, vous savez, mon préféré, c'est sur France Inter.
il s'appelle Dominique Seux, le matin. Je suis devant mon bol de café au lait et je suis déjà en colère tout seul. Comment arriver à un résultat pareil? Parce que le gars ne vous explique jamais cela. Il dit il y a des prélèvements obligatoires, ils sont trop importants, on en est à 57%, la France est le pays qui... mais il ment tranquillement. Parce que les cotisations ne sont pas des prélèvements obligatoires. Même chez les libéraux, dans leur vocabulaire à eux, bien spécial, prélèvements obligatoires, ce sont des impôts qui vont dans la caisse de l'État. Eh bien, le sait-on. Mais les cotisations, elles ne vont pas dans la caisse de l'État. Elles vont dans une caisse privée, car la sécurité sociale est de droit privé. Et elle est gérée de droit privé. Et donc cet argent des cotisations, il représente une somme considérable. 850 milliards. 500 milliards en gros, j'arrondis, pour la maladie, et 350 milliards, enfin c'est 332 cette année, 350 milliards pour la retraite. 850 milliards. C'est énorme. Mais si vous décidez de ne plus le préaffecter, vous allez reprendre l'argent qu'il y a dedans pour faire autre chose, comme dit M. Roux de Bézieux. Hein 20 milliards par an, 5 ans, un quinquennat, que nous en soyons préservés grâce à toi. 5 ans, un quinquennat, ils vont nous reprendre 5 fois 20 milliards, 100 milliards déjà. C'est pas rien quand même. Hein en moins sur nos cotisations sociales préaffectées. Alors, le deuxième budget, pour les comparer, et rendre plus clair ce que viole M. Roux de Bézieux quand il dit on va prendre l'argent de la retraite pour faire autre chose, le deuxième budget, ce sont les collectivités territoriales. En gros, c'est 250 milliards, 260 à la louche. Et le troisième budget, c'est celui de l'État. Je vais me pencher une seconde dessus, parce que tu vas le voter. Hein le budget de l'État, en gros, c'est 500 milliards. Alors, quand on compare 500 milliards pour l'État, 250 pour les collectivités territoriales, 850 pour notre protection sociale. Alors, ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'il y ait tant d'argent pour notre protection sociale. Donc, ça fait 70 ans qu'ils essaient de reprendre les caisses pour les remettre dans le budget de l'État et essayer de, comme dirait M. de Bézieux, en faire autre chose. Bon. Et la retraite à 65 ans, c'est pas pour qu'on travaille jusqu'à 65 ans vraiment, puisque le chômage nous en empêchera. Mais c'est pour prendre ces 20 milliards de plus et puis les mettre là, dans le budget de l'État. Or, le budget de l'État, qu'en est-il? Ils disent on n'a pas créé d'impôts. En fait, quand même, ils arrivent à ne pas faire payer d'impôts, ce qui est autre chose, pour les entreprises, les grandes entreprises. Je vais prendre un exemple lointain. Ah, ça va nous rajeunir parce que c'est Lionel Jospin. On est en 1999, on est en 2000. Les très grandes sociétés payent autour de 38% d'impôts. Vous savez que ce n'était pas énorme non plus parce que dans les années 80, les très grandes sociétés payaient 50% d'impôts. Elles avaient donc déjà diminué quand on arrive à Lionel Jospin. Mais dans Lionel Jospin, si vous vous souvenez, il y avait une polémique de la droite, aujourd'hui tellement étonnante qu'on a peine à y croire, qui consistait à reprocher à Lionel Jospin d'avoir une cagnotte publique. Il dénonçait dans le Figaro tous les jours la cagnotte publique de Jospin. Parce qu'à l'époque, le budget de l'État était excédentaire. Il y avait trop d'argent dedans. Et donc, ils ont fait campagne dans les 2 dernières années de Jospin sur le thème « Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Les impôts sont trop élevés, etc., etc. Il faut nous le rendre », disaient les plus riches. Et effectivement, quand Jospin a été malheureusement battu dans les circonstances que l'on sait, ils se sont précipités pour baisser les impôts et vider la cagnotte publique, et ils ont rempli les cagnottes privées. Au passage, notez-le bien, c'est un chiffre peu connu, la dette, aujourd'hui officielle, présumée, moi je dis toujours, est de 120% du produit intérieur brut. Mais la dette privée est de 150% du produit intérieur brut. Parce qu'avec cet argent qui leur a été transféré, ils n'en ont pas fait fructifier rien sur notre territoire pour nos emplois, nos hôpitaux, etc. Ils ont tout placé dans les îles Caïmans, au Luxembourg, à Hong Kong. Pandora Papers révélait, il y a maintenant 6 mois, qu'il y avait 11 300
milliards de dollars cachés dans les paradis fiscaux. Mais la part de la France, entre guillemets la France, enfin de ceux qui se gobergent sur le dos de la France, est de à peu près 600 milliards. Ah oui, quand même. 600 milliards. C'est-à-dire que ça, rien que dans le Luxembourg, LuxLeaks révélait qu'il y avait 100 milliards possédés, cachés, par 15 000 Français. Sachez bien qu'on a tous les noms. On a tous les noms. C'est pas impossible de récupérer cet argent. Parce que leur argument, c'est toujours, cet argent, si on le traque, les riches vont s'en aller. Bon, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Hein. Et quant à ceux qui restent, ils savent se débrouiller pour faire, comment ils appellent ça, optimisation fiscale, c'est-à-dire comment on arrive à tricher, sans tricher légalement et sans faire se prendre, mais on triche quand même. C'est à peu près ça. Ben, au Luxembourg, il y a 15 000 Français qui ont 100 milliards. Ça m'énerve. Ben, je comprends que ça t'énerve, parce que ça énerve tout le monde. Ben oui. Quand on te dit après qu'on ne peut pas embaucher les hospitaliers, les infirmiers, que quand il y avait la pandémie, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas d'écouvillons, il n'y avait pas de blouse, il n'y avait pas de surblouse, il n'y avait pas de soignants, il n'y avait pas de respirateur, il n'y avait pas de vaccin. Tout ça, c'était dû à quoi? C'était dû à cet argent qui est là-bas. Alors, et ils nous disent, mais comment on ne pourra pas le récupérer? C'est trop dur. Mettez-moi au budget, je vous promets que je le récupère. Filoche au budget. 2000 inspecteurs, 2000 inspecteurs des impôts, en plus chargés de ça. On les forme, même s'il faut un peu de temps pour les former, on y arrivera. Puis on fera comme dans les films, on recrute ça des hackers. Vous savez, ces gens miraculeux qui vont chercher à Singapour les 2 centimes qui manquent et qui sont transités par Jersey. Eh ben, les hackers et 2000, je vous jure qu'on trouve l'argent. On a bien trouvé celui de Cahuzac. Hein, il n'y a pas un centime qui nous a échappé. Si on veut le faire pour tous les autres, on peut le faire pour tous les autres. Ah oui, mais comme il est à l'étranger, on ne pourra pas le faire rentrer. Comment ça? Comment ça? Mais il faut que chaque citoyen français, de nationalité française, où qu'il soit dans le monde, ait des comptes à rendre au fisc à Bercy. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour tout ce qu'ils possèdent dans le monde. Les USA ont imposé ça à leurs propres citoyens. Pas nous. Pas nous. Et nous, si on impose que tout citoyen français rende des comptes à Bercy, et ben après, notre inspecteur spécialiste formé pour la finance à Bercy va comparer avec la boîte, la maison, l'industrie, la voiture cachée, les 3 yachts et les 5 villas été, automne, hiver. Et on va retrouver cet argent. On va les taxer. On mettra. Là, en général, moi, je suis quelqu'un de très, très ouvert. Parfois, on me dit laxiste. Pas pour ça. Je suis pour les mettre en prison quand ils ont menti 2 fois. C'est-à-dire qu'on leur donne une chance une fois. Et puis après, avec des amendes si lourdes, qu'ils viendront tout de suite supplier en ramenant le fric et en nous en voulant tout de suite. Parce que sinon, ils auront trop à payer. Et donc, vous avez là le secret du fait que l'État ait laissé courir l'argent depuis Jospin et que la dette se soit développée, qu'il n'y ait plus de cagnotte publique, et que on est aujourd'hui, et qu'il nous crie sur tous les tons, oh, pour les enfants, il faudra payer une dette, c'est terrible, faut la rembourser maintenant. Elle ne sera jamais remboursée. Jamais. Et on paye des intérêts lourds qui valent bien le prix de l'éducation de notre pays ou le prix de la santé dans notre pays, en tout cas des hôpitaux. Et donc, il nous faut un chantage comme si on ne pouvait rien faire pour augmenter nos salaires, que le programme de la NUPES, il peut pas être applicable parce qu'il n'y a pas l'argent. Il nous accuse de ne pas avoir l'argent. Je suis en train de vous dire comment on l'aura. Et on l'aura bien. Et donc, en vérité, c'est le moyen de revenir où? À quel stade? C'est même pas révolutionnaire ce que je suis en train de dire. Parce qu'en fait, on reviendra au stade de Jospin quand il y aura une cagnotte publique. Je vous jure que s'il avait été maintenu, le taux d'imposition de Lionel Jospin, j'ai dit qu'on se rajeunissait tout à l'heure, on est en 99-2000. Si on avait le taux d'imposition de Lionel Jospin, il n'y aurait pas de dette. Il n'y aurait même pas besoin de la rembourser puisqu'il n'y aurait pas de dette. 78,5% de la dette présumée, celle qu'ils affichent, elle vient du budget de l'État. Et le budget de l'État,
c'est justement parce qu'il a baissé les impôts. Il a baissé les impôts pour les grandes sociétés, pour les plus riches, l'impôt sur la fortune. Le budget de l'État, son problème, ce n'est pas un problème de dette, c'est un problème de recettes. Si on peut arriver à dire à des millions de gens, c'est pas un problème de dette, c'est un problème de recettes. C'est pas un problème de dette, c'est un problème de recettes. Et si on arrive à dire... une fois. C'est pas un problème de dette, c'est un problème de recettes. Je cherche toujours comment on peut arriver à marquer l'oreille de ceux qu'on croise sur le marché et quand ils acceptent de rentrer dans la discussion, vous leur montrer comment c'était. Et qu'il peut y avoir une cagnotte publique puisque ça a déjà existé. Et que s'il n'y a pas de cagnotte publique mais qu'ils prétendent avoir une dette, c'est parce qu'ils l'ont organisée, la dette, en baissant les impôts des plus riches. Et comme ça, l'État, évidemment, à 78,5%, paraît endetté. Mais j'ai pris tout ce détour pour vous dire que la protection sociale, elle paraît pas endettée. Parce que même dans leur compte à eux, les libéraux, sur les 850 milliards, ils prétendent qu'il y a 10% qui nourrit la dette. Vous m'entendez bien? C'est-à-dire que le budget de l'État fait 78,5% de la dette présumée dont ils parlent. Et le budget de la protection sociale, retraite inclus, il ne fait que 10%. Mais avec 10%, c'est rien sur 850 milliards. Même si ça paraît gros, quand on vous le dit le matin, Dominique Seux, que vous êtes devant bubble de café au lait, eh bien, vous dire exactement ces 10%, c'est rien. Alors on dit, oui, non, un État doit avoir zéro dette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un État doit avoir des dettes, des bonnes dettes, des dettes d'investissement, des dettes pour la santé, des dettes pour faire face à une pandémie. D'ailleurs, quand il y a la pandémie, on nous dit on la trouve, l'argent. Il n'était pas là hier, mais voilà, je viens de tout trouver. Et coûte que coûte, voilà des milliards, je les aligne, etc. Par conséquent, il doit y avoir une bonne solution pour ça. Et alors, je sais une chose, c'est qu'il y avait un État en Europe qui n'avait jamais été endetté. C'est un petit peu vieux, mais c'est pendant combien? Presque 40 ans. De 1934 à 1974, le Portugal était dirigé par un bonhomme qui s'appelait Doutor, pour mieux valoriser ses titres, à gérer l'économie, et qui avait décidé aucun escudo en moins à la fin de l'année. Il mettait le Portugal en cessation de paiement à partir d'octobre, novembre, pour qu'il n'y ait jamais un centime, un escudo de dette. Et il a fait, en se faisant, du Portugal le pays le plus pauvre d'Europe. Parce qu'un État, ce n'est pas un ménage. Un État, ça ne se gère pas avec pas de dette ou zéro dette. Au contraire, l'État doit investir, il doit être endetté pour faire progresser tout. L'économie, nos écoles, la santé, nos routes, notre énergie, notre environnement, tout. Donc l'argent que l'État investit est un moteur. Eux, ils disent on investit de moins en moins pour ne plus avoir de dette. Tout ça est un raisonnement qui ne tient pas. N'écoutez pas Dominique Seux. Pas une seconde. Et la protection sociale est très peu endettée. Et donc, je suis en train de vous dire qu'elle devrait l'être davantage. Elle devrait l'être davantage. Qu'est-ce que c'est 85 milliards sur 850? On peut parfaitement envisager la retraite à 55 ans pour les métiers les plus durs, pénibles physiquement et mentalement. Alors là, les gens me disaient, tiens, un irréaliste, t'es un idéaliste, 55 ans. Mais enfin, c'était ce qu'avaient les traminots, c'était ce qu'avaient les cheminots, c'était ce qu'avaient les mineurs, c'était ce qu'avaient les instituteurs, c'était etc. Et alors maintenant que la France est plus riche, comment tu dis la France est plus riche? Ben oui. La France n'a jamais été aussi riche de son histoire. Et quand je prends la France, je prends tout le pays. Mais la richesse n'a jamais été aussi mal redistribuée. Et donc là-haut, ils ont de plus en plus. Alors, c'est là qu'arrivent tous les graphiques que j'ai pas pour vous les montrer sur le tableau. Enfin, ils sont tous dans Internet quand on les regarde gentiment, quoi. Je veux dire, jamais les dividendes n'ont été aussi élevés. Jamais que pendant la pandémie, le CAC 40 n'a fait autant de profits. Là, quand Macron a mis de l'argent coûte que coûte, il a mis tout cet argent pour l'automobile, pour l'aviation, pour les très grandes industries. D'ailleurs, même pas pour Sanofi, parce que c'est un panier PSC, et il n'arrive pas à trouver un vaccin comme il faut. Bon, mais l'argent, il l'a mis partout, mais en haut. C'est-à-dire 70% de l'argent qu'il a mis est allé en haut, et 30% sont allés en bas, vers nous. Mais vers nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il nous a payé 16% de moins.
Parce que le chômage partiel, c'était 84% du salaire. C'était pas cadeau, hein. On payait la différence. Et là, l'essentiel est de donner en haut. Et au sortir, quand même extraordinaire, de la pandémie, les riches sont plus riches et nous autres, on est plus pauvres. Et donc, c'est la part entre le salaire et le profit. Alors, depuis à peu près 20 ans, 30 ans, les économistes se disputent parfois, mais les salaires ont perdu 10%, en gros. Parfois, certains disent 11-12, voilà, et les profits ont pris à peu près les 10-12% dans leur masse considérable. Bon. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est ce que il faut dire aujourd'hui. On veut reprendre, on en a marre, Ouais. et on veut reprendre, qui nous rendent le fruit de notre travail. C'est nous les salariés, nous produisons toutes les richesses, et nous n'en recevons pas la part que nous méritons. Et nous, les salariés, on est pourtant plus forts que jamais. Parce qu'ils nous disent, oui, mais maintenant, il n'y a plus de salariat, il y a des auto-entrepreneurs, il n'y a plus de salariat, les gens sont au chômage précaire, divers, etc., etc. Eh bien, c'est pas vrai. Parce que le salariat n'a jamais été aussi fort en France. En 1910, il y avait 3 millions de salariés. En 2010, il y a 30 millions de salariés. Pourquoi pourrait-il nous reprendre, quand on est 30 millions, ce qu'on a gagné quand on était 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il n'y a pas les moyens d'empêcher cela? Au moment du Front populaire, il devait y avoir à peu près 9 millions. À la Libération, à peu près 11-12 millions. En mai 68, à peu près 13 millions. L'apogée, ça a été jusqu'à 92-93% des actifs salariés dans les années 90. Et puis depuis, ils sont à l'assaut. Ils sont à l'assaut. Pour que le salariat recule. Pour que le salariat recule. Macron, ce n'est pas un... Il n'improvise pas, cet homme. Contrairement à ceux qui disent c'est une marionnette, on ne sait pas où il va. Il a un but. Il veut une société post-salariale. Il l'a mis dans son livre, il y a 5 ans, qui s'appelait Révolution. Quand même, ce type s'est fait élire avec un livre qui s'appelait Révolution. Et il nous cogne dessus, les gilets jaunes et les autres, quand on manifeste dans la rue. Mais lui, il dit Révolution. Et il défendait une société sans statut, sans régimes spéciaux, mais sans statut. Pas de droit pour le salariat. C'est beaucoup plus grave encore. Et il défendait une France start-up. Ce n'est pas le droit des sociétés. Tout ce que je viens de dire, ce n'était pas son problème. C'est comment on allait déglinguer tout ce que je viens de décrire. Et puis après, il disait une société ubérisée. Et je trouve que dans l'ubérisation que nous connaissons tous, que nous dénonçons tous, parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais le faire à ma façon. Je cite toujours un film, je vous invite à le revoir, qui s'appelle Quémada. Ah, super. Hein, Gilles Pontecorvo, excellent, c'est la révolte des esclaves à Haïti, voilà, à début des années 70, la révolte des esclaves à Haïti, et les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les flinguent, boum, 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 c'est hollywoodien, hein. Les esclaves se soulèvent encore, les propriétaires terriens les écrasent, et comme les esclaves sont plus nombreux, ils vont finir par gagner, et les propriétaires terriens alarmés et apeurés, c'est comme l'Élysée aujourd'hui, se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'acteur principal de ce film, qui est Marlon Brando, c'est pas n'importe qui, c'est l'agent étranger, il vient d'Angleterre, il leur dit, mais enfin arrêtez avec l'esclavage, arrêtez. Rendez-vous compte, l'esclavage, ça coûte cher. Vous nourrissez les enfants alors qu'ils ne travaillent pas. Vous nourrissez ceux qui sont malades alors qu'ils ne travaillent pas. Vous les logez tous. Et les vieux, quand ils ne peuvent plus travailler, vous leur donnez encore à manger. Ça coûte cher. Faites-en plutôt des salariés. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Et les propriétaires terriens dans Quémada se disent, mais quelle idée géniale. Ils vont d'ailleurs appliquer ça, parce que quand il y aura la libération de l'esclavage, ils ne vont pas réutiliser comme salariés les esclaves qui viennent de libérer. Par exemple, en Martinique, ils font venir des domestiques qu'ils payent, mais qui viennent d'Inde. Il y a toute une immigration nouvelle, et ils laissent les anciens esclaves pour bien les punir dans les mornes à crever de faim, dans le reste de l'île, sans plus jamais leur donner de travail, même pas comme salariés.
Et à ce moment-là, il s'opère un processus. Les gens deviennent loueurs de bras à la journée. On disait tâcherons, besogneux, journaleux. Ils se vendent comme ils peuvent. Mais ils n'ont plus de toit. Ils n'ont plus de retraite. Ils n'ont rien pour les enfants. Donc ils se vendent de plus en plus cher, au prix de plus en plus bas, parce qu'ils n'ont plus le choix. Et c'est avant que se constitue le salariat. Parce que le salariat, petit à petit, il arrive à renégocier sa force de travail, à obtenir une aide pour un toit, à obtenir une aide pour la maladie, à obtenir la réduction de la journée. Enfin bon, vous savez tout ça, c'est 150 ans d'histoire. Mais c'est ça, ubérisation. C'est revenir à cette période des loueurs de bras, des gens qui n'ont plus de statut, qui n'ont pas de cotisation sociale, ils n'ont pas de protection pour la retraite. Ben ça, c'est le programme réel de Macron. C'est le programme réel de ceux qui l'entourent. Ubériser, c'est ça. Alors, je vais vous étonner, je suis pour défendre le salariat. Alors, je sais que le salariat, c'est une condition où on est subordonné, où c'est le patron qui dirige. Il décide la naissance du contrat, la rupture du contrat, la gestion du contrat, et on est sous ses ordres. Mais avec le salariat, on a une contrepartie, un code du travail, d'une justice du travail, une inspection du travail, une médecine du travail, des délégués du personnel, des comités d'entreprise, des délégués syndicaux, des comités hygiène, sécurité, conditions de travail. Et c'est tout ce qu'ils sont en train d'enlever. La médecine du travail, ils l'ont quasiment fait mourir. Elle n'a même pas... L'inspection du travail, je n'ai pas assez de temps pour vous dire combien ils lui ont fait de misère et qu'elle n'est plus du tout ce qu'elle était avant et qu'elle est en dessous des effectifs dont elle a besoin. Quant au prud'homme, ils les ont quasiment réduits à la part congrue et 40% des affaires restent de celles qu'il y avait auparavant. Quant aux élus du personnel, savez-vous les effets de la loi El Khomri et de la loi Pénicaud, des ordonnances? Eh bien, avant, on avait 425 000 salariés protégés. J'appelle salariés protégés la somme de ce que j'ai numéré. DS, DP, CHSCT, CE, etc. 425 000, toutes les entreprises comprises. Et vous savez combien il en reste aujourd'hui? 200 000. Ça fait reculer le salariat. Ça fait reculer la défense de nos droits. Ça fait reculer le droit syndical. Ça fait que le patron peut tricher sur les horaires et qu'il peut ne pas vous payer vos heures supplémentaires. Ça fait que vous ne pouvez pas avoir un bon contrat de travail, le négocier. Ça fait qu'en gros, le salariat dans son ensemble recule. Vous voulez encore une assemblée qui accroisse ça? Ou vous voulez élire des députés de la NUPS? Il faut arriver à partir du concret pour convaincre qu'on ne se bat pas pour... des cacahuètes, on se bat pour nos vies, on se bat pour nous défendre, et on se bat pour revenir, parce que dans le programme de l'ANUPS, il y a la suppression de la loi El Khomri. Je me suis battu contre, quand j'ai vu que le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les Verts et la LFI étaient pour abroger la loi El Khomri, mais moi je suis le plus joyeux depuis qu'il y a un accord unitaire. Vous ne pouvez pas savoir. Vous savez, l'amour, on le dit souvent, il faut les preuves d'amour. Maintenant, on a l'unité, il faut qu'on donne les preuves de l'unité. Il faut qu'on se donne les preuves en travaillant ensemble. Ça ne vient pas tout seul, parce qu'il y a parfois des contentieux entre les uns et les autres. Tout le monde s'est jeté des noms d'oiseaux et des choses comme ça. Jean Jaurès disait, en 1905, il disait que quand on faisait l'unité, il fallait respecter chacun dans sa dignité antérieure. L'unité, ce n'est pas fait pour régler des comptes, en disant celui-ci a eu raison, celui-ci a eu tort, etc. L'unité, c'est pour se transcender. C'est pour faire acquérir l'énergie tous, pour pouvoir arrêter le monde que je viens de vous décrire de façon catastrophique en quelques minutes. L'unité, c'est pour arriver à empêcher Macron et les libéraux de continuer ce qu'ils font. Et il faut, par l'unité, enlever aussi tout ce qui est déception, usure, démoralisation, tout ce que les gens ont parfois accumulé, qui fait que parfois les jeunes disent de toute façon ça ne sert à rien puisque la politique ça ne change rien. L'unité ça change. L'unité c'est l'unité de la gauche, et l'unité de la gauche on dit parfois mais qu'est-ce que c'est la gauche? La gauche c'est le salariat. C'est ceux qui sont exploités. C'est ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Vous savez, on nous dit parfois dans les télés, un patron vous donne du travail.
Un patron ne vous donne jamais rien. Jamais. Jamais. Même le meilleur des patrons, il ne vous donne jamais rien. Il achète votre force de travail. Il fait le maximum de profit dessus. Il revend. Et en fait, c'est vous qui le payez. Une fois qu'on a compris que c'est le salarié qui paye le patron, le monde est un peu vu différemment. Ça permet d'avoir de la dignité retrouvée et de l'énergie insolente. Quand celui-ci vous prend trop, il ne vous a pas payé vos dernières heures supplémentaires. On ne se laisse plus faire. Donc c'est ce qu'on veut, c'est ne plus se laisser faire. Et quand les partis de gauche se retrouvent, ça va toujours à gauche. Ceux qui refusent l'unité sont les droitiers de la gauche, si vous me permettez l'expression. Il y en a. Moi, j'ai été longtemps au Parti socialiste, c'est pour ça que j'ai protesté. J'en suis parti à cause de ce que j'appelle, dans mon mot, la trahison de Hollande. C'est-à-dire, pour moi, c'est un quinquennat maudit. C'est ce que je raconte dans mon livre. Mais la trahison de Hollande, c'était vraiment, on a tout perdu. On avait gagné avec Blum, avec Mitterrand et Jospin, pas énormément, mais on avait gagné des choses. Avec Hollande, il a défait ce que Jospin, Mitterrand et Blum avaient fait. On parle en droit du travail, on parle en durée du travail, on parle, voilà. Donc là, ça a été une vraie trahison. Je l'ai vécu très, très, très mal. Mais finalement, le Parti socialiste l'a payé. Parce que en 2012, il y avait 16,5 millions de voix pour Hollande. La gauche avait tout. Tout. Même le Sénat, pour la première fois depuis 200 ans. Et Hollande a réussi à perdre, c'est le recordman, 14 millions de voix en 3 ans. Faut quand même le faire. Il a perdu 14. Il continue aujourd'hui. Il dit, je ne veux pas être dans la NUPS. Ouais, c'est ce que je vous entends dire, quoi. Voilà. Et alors, il y en a quelques-uns, je sais que je parle dans votre région, quelques-unes qui disent non, on va pas faire ça. On veut rester comme avant. Enfin, comme avant, c'est quoi comme avant? C'est comme Hollande, quoi, comme dans les 5 années Hollande. Et elle propose d'autres députés que la NUPS. Je me demande parfois comment un parti qui arrive, à cause de cette politique de Hollande, à 1,70% des voix, il y a des gens qui veulent scissionner pour faire mieux. J'ai un peu de mal à percevoir ce que ça va donner comme résultat. Ils sont dissidents. À l'époque, ils ont accusé à l'intérieur du Parti socialiste des frondeurs ou des choses comme ça. Mais c'est eux aujourd'hui, mais sur le mauvais côté, sur le côté droit. Et ils essaient d'empêcher. J'espère, je souhaite qu'ils n'apparaîtront pas aux yeux des électeurs comme ayant aucun titre pour ça. Ils ne peuvent pas d'ailleurs se réclamer du Parti socialiste, ils n'ont pas l'argent du Parti socialiste, ils n'ont pas l'investiture du Parti socialiste, et ils se présentent contre l'unité de la gauche que nous représentons. Je dis ça parce que je ne veux pas gâcher mon message d'espoir, d'enthousiasme et d'unité par une polémique, mais elle nous est imposée. Il y a des candidatures qui représentent cela, il y en a 73 en France. Je voudrais que ces 73 soient à 0,0170. Je voudrais qu'elles ne méritent pas une voix des électeurs. Et alors, il y a deux façons. C'est une part, c'est de dire clairement qui ils sont, et de dire clairement que ce que nous voulons à côté, ensemble, depuis que nous avons fait l'unité. Alors, après, on aura un gouvernement rouge, rose, vert. Ouais, tout ne sera pas joué. Mais il y aura tellement de choses à faire. Il y aura tellement de choses à faire. Moi, par exemple, qui suis fan de droit du travail, puisque tu me l'as dit tout à l'heure, j'ai regardé dans le programme de la NUPES, et il y a écrit, il y aura interdiction d'avoir dans les entreprises plus de 5% de non-CDI. Attendez, là, on combat la précarité en une seule ligne. À Renaud-Douai, où il y a 4500 salariés et 2500 intérimaires, c'est fini. Donc les gens sont en CDI. Okay, il y a écrit aussi qu'on va reconstruire le Code du travail après avoir abrogé les... Ah, mais c'est une chose nouvelle, c'est de la dignité pour nous tous. Il y a écrit qu'on va augmenter le SMIC, pas seulement les retraites. Il y a même une discussion, parce que vous savez, c'est pas si simple que ça, le taux du SMIC. La CGT est pour 2000, Solidaire doit être pour 1700, CFDT, CFTC et FO ne donnent pas de chiffres, et il y avait une discussion pour savoir si c'était 1400. On est passé à 1500 par un accord entre tout le monde, et 1500, en fait, ça veut dire, moi je préfère le dire en brut, ça veut dire 1800 euros brut.
1900 euros, 1900. Et je le dis en brut pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure sur le salaire net et sur le salaire brut. Bon. Et donc, c'est une augmentation substantielle égale à 300 euros. Mais il y a des gens qui disent, mais il y a que 2 millions de personnes au SMIC, que vont devenir les autres? Mais il y a une négociation pour les conventions collectives. Dans les conventions collectives, il y a des niveaux, des coefficients et des échelons. Et dès qu'on se met à les revaloriser à la hauteur de 300, puisque ça va être 300 de hausse du SMIC, ça va bousculer dans toutes les catégories. Et on va enfin redonner au travail ce que le capital lui avait volé. C'est pas mal, toutes les chances qu'on est en train d'avoir, grâce à notre accord NUPES et grâce à nos candidats et suppléantes qui le défendent. Alors voilà, c'est pour ça que je suis venu, je ferai d'autres réunions, mais c'est sous cet angle-là que je souhaite le plus concret possible aborder l'importance d'une victoire le 12 et 19 juin prochain, en ajoutant que nous sommes juste sur le bord. Parce que on est en tête, hein. Les sondages nous donnent 30, 31, 32, ça dépend des plus favorables ou des moins favorables. En dessous, Macron et sa clique aux entours de 26, 27. Et on sait, dans un scrutin majoritaire, que si on gagne 1 ou 2 points de plus, tout bascule. C'est-à-dire ça ne se fait pas à petite, ça se fait à grande échelle. Alors, ils ont peur parce qu'ils nous dessinent des assemblées nationales avec toute la LREM au milieu, mais ça peut tout ça parfaitement se remplacer avec 1 ou 2 points de plus à gagner dans les 15 jours qui nous séparent, partout la DUPES. NUPES. Ouais, NUPES. Et tu sais pourquoi j'insiste sur le S? Parce que c'est social. Merci de votre attention.